Voilà, on va recommencer. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Ça me touche énormément. Il y a eu plus de 370 personnes inscrites. J'ai l'habitude de faire des lives. Vous me voyez souvent avec Poétiste. Vous m'avez vu peut-être avec Clara. Mais en tout cas, d'habitude, j'ai quelqu'un avec moi et là, je suis toute seule. Donc, vraiment, un grand merci d'être là. J'ai un peu la pression. Pourtant, je connais bien mon sujet. Mais je vais tout vous donner et vous devriez avoir beaucoup d'informations pour vous aider. Je vous rappelle qu'à la fin du live, je tirerai au sort une personne qui gagnera 1 heure de coaching gratuite à la fin du webinaire. Je couperai le webinaire, je ferai ça juste après et j'enverrai un email à la personne qui a gagné. Et je vais également enregistrer le replay. Donc, si vous voyez des gens qui arrivent un peu en retard, qui demandent si on va avoir accès au replay, s'il vous plaît, répondez. Comme ça, moi, je ne me laisse pas perturber et je continue de faire la présentation pour vous donner les informations qui sont importantes pour vous. Encore une fois, cette masterclass, elle est pour vous. Félicitations de prendre le temps d'anticiper votre recherche d'emploi au Canada. Alors, on va faire un petit peu ce qu'on appelle du housekeeping. Assurez-vous de fermer vos emails, mettez votre téléphone en ne pas déranger pour que vous puissiez être concentré et pas perdre des informations qui vous seront importantes pour la masterclass. Quand je vais envoyer le replay, regardez vos spams, votre boîte spam, parce que des fois, selon comment c'est configuré dans votre système, ça peut aller directement dans cette boîte-là. Le replay sera disponible seulement pendant 5 jours. OK. À la fin, bien sûr, il y aura un Q&A. Je vais peut-être prendre des questions si je vois qu'il y a beaucoup de demandes pendant la masterclass, mais pour que ce soit plus fluide pour les personnes qui ne peuvent malheureusement pas être présentes à ce moment-là, toutes les questions seront à la fin. Et je vais d'abord commencer avec un petit prélude. Pourquoi ? Parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent « J'adore ce que tu fais, toutes tes informations, tes conseils sont vraiment au top. Néanmoins, j'ai vu sur un autre site qu'il fallait faire comme ça. Qu'est-ce que tu en penses ?» Alors, mes conseils sont vraiment basés sur mon expérience en tant que ressources humaines pendant 15 ans au Canada. Bien sûr, vous pouvez lire d'autres choses. Bien sûr, certaines personnes peuvent avoir une autre façon de faire selon leur propre expérience en tant que professionnel. Dans la vie, il y a toujours plusieurs façons de faire. Par exemple, vous allez voir deux médecins pour le même problème. Il y en a un qui va vous dire de faire d'une manière, l'autre qui va vous dire d'une autre manière. Donc, c'est à vous de savoir ce qui résonne le mieux avec vous. Mais ce que je vais vous conseiller de faire, si vous entendez d'autres personnes avec d'autres conseils, c'est de vérifier vos sources, en fait. Demandez-vous quelles sont leurs expériences dans le domaine et quelles sont leurs expériences au Canada. Un autre point que je veux préciser, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent en me disant je cherche du travail dans tel ou tel domaine ou dans telle ou telle ville. Je ne suis pas la bonne personne pour répondre à ça. Je vous invite à aller sur Statistique Canada, sur l'onglet Emploi. Il y a énormément d'informations. Par contre, moi, ce que je vous apprends à faire, c'est naviguer le milieu corporate au Canada. Mon expérience, elle est vraiment basée sur comment est-ce que ça fonctionne, en fait, derrière le rideau. Je ne sais pas si ça c'est behind the curtain, c'est comme ça qu'on dit en anglais, donc j'ai peut-être fait une mauvaise traduction. Et surtout, des fois, quand je vais faire cette masterclass, quand je parle de travail, j'utilise des mots en anglais. D'habitude, j'ai Julie de PVTiste qui me reprend. Alors, ça m'arrive. Ne m'en voulez pas, mais pendant 15 ans, j'ai principalement travaillé en anglais et aujourd'hui, je travaille encore beaucoup en anglais. Si vous n'avez pas encore de visa, si vous ne savez pas à quel type de visa vous pouvez prétendre, je vous invite grandement à prendre contact avec des consultants en immigration ou des avocats en immigration. Je ne suis pas du tout spécialisée en immigration. Néanmoins, je travaille avec des clients qui savent quelle est leur stratégie d'immigration pour arriver au Canada. C'est hyper important, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Et si vous n'avez pas encore de visa, c'est important que vous sachiez vraiment quelle est votre stratégie. Oui, je travaille avec des clients qui n'ont pas encore de visa, mais ils travaillent avec des avocats ou des consultants en immigration et du coup, on peut avoir une stratégie de recherche d'emploi. On va commencer. Donc aujourd'hui, trouver du travail au Canada. Ce que vous allez découvrir pendant cette masterclass, c'est ce qui manque à votre CV pour être performant
et avoir des entretiens. C'est également comment structurer vos réponses aux entretiens au Canada. C'est assez différent de la France et savoir où chercher du travail parce que vous êtes sur un marché que vous ne connaissez pas encore. Et à la fin, bien sûr, un question-réponse. Ce qu'on va découvrir pendant cette masterclass, c'est comprendre ce qui se passe dans la tête du recruteur. Peut-être que vous avez déjà regardé comment créer votre CV, comment vous préparer aux entretiens. Mais souvent, ce qu'on ne vous donne pas comme information, c'est comment est-ce que vous êtes perçu par la personne qui est en face de vous. Également, comment exprimer vos réussites et ce que vous avez à offrir. Souvent, ce qui se passe, c'est que vous êtes en mode automatique. Jamais vous vous posez la question de savoir ce que vous avez à offrir parce que ça vous paraît tellement normal. Donc, il y a tout un travail d'introspection qu'il faut faire pour pouvoir expliquer à la personne qui est en face de vous et qui ne vous connaît pas ce que vous pouvez faire pour eux. Et enfin, naviguer le marché canadien. Alors, avant de commencer, il y a peut-être des gens ici qui ne me connaissent pas, donc je vais faire une présentation rapidement. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis quelqu'un de très passionné. J'adore ce que je fais. J'adore aider les gens. Malheureusement, le seul titre que j'ai trouvé à me donner, c'est coach de carrière. J'aime pas ce titre, mais quand quelqu'un cherche un accompagnement pour trouver du travail, c'est le premier terme qu'ils vont chercher. Alors, comme on parle de CV, j'ai décidé de vous faire une mini présentation en mode CV. Donc, pour vous donner un peu de contexte, j'ai plus de 15 ans d'expérience en RH à Toronto. J'ai d'abord commencé en tant que recruteuse quand je suis arrivée au Canada en 2007. Enfin, je suis arrivée en 2007, j'ai commencé mon premier travail après 6 semaines en tant que recruteuse. Je travaillais dans le milieu bancaire. Comme vous, quand je suis arrivée au Canada, j'avais beau avoir un background en RH, je ne connaissais pas le marché canadien. Je ne savais pas quelle allait être mon expérience en tant qu'employée au Canada. J'ai fait face au problème de on est immigrant, on ne connaît pas nos droits, on ne sait pas à quoi on peut prétendre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, où ma première expérience n'a pas été des plus faciles. Ensuite, je suis partie dans le milieu minier, où là, j'étais conseillère RH et conseillère en mobilité internationale. C'est-à-dire que je travaillais sur des stratégies de recrutement et je recrutais des gens qui allaient sur nos sites à l'international. Et quand je dis conseillère RH, c'est un peu l'équivalent d'une RH généraliste en France. Après ça, je suis repartie dans le recrutement pur et dur en tant que spécialiste d'acquisition de talents chez Nestlé, où là, je m'occupais principalement des gens qui étaient dans la vente, dans le procurement. Procurement, c'est les achats, pardon, en français, communication et logistique. Après cette expérience d'1 an, je suis partie chez Oxford Properties qui fait de la gestion immobilière. Et là, j'ai commencé en tant que consultante RH, puis j'ai été responsable RH. Et ma dernière année, j'étais responsable régionale RH. Alors oui, j'étais à Toronto, mais je me suis beaucoup occupée du Québec puisque mon dernier poste en tant que responsable RH régionale, c'était pour la région du Québec. Donc, j'ai une très bonne compréhension aussi de comment fonctionnent les RH, ou la manière de fonctionner au Québec. En ce qui concerne ma formation, parce que je sais que si vous êtes français, c'est important pour vous, j'ai un Master 2 en gestion des ressources humaines internationales à l'IAE de Rennes. Avant ça, j'ai fait un parcours en psychologie où je me suis spécialisée en psychologie des organisations à l'Université de Grenoble. Je suis aussi certifiée par l'Association américaine des ressources humaines qui reconnaît mes connaissances d'un point de vue international, c'est-à-dire que j'ai étudié l'Europe, le Canada, les États-Unis, l'Asie, enfin plus particulièrement la Chine. Je me souviens plus, mais en tout cas 6 pays au total. Et quand j'ai commencé ma société, j'ai également été certifiée par MIT Sloan, qui est une branche de MIT en neurosciences. Qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes ces années? J'ai vu plus de 70 000 CV dans ma carrière. J'ai fait passer des milliers d'entretiens. J'ai fait des stratégies internationales de recrutement. J'ai travaillé avec des leaders. Et donc, en travaillant avec des leaders, ce qui se passe, c'est que j'ai entendu tous les biais inconscients. Pourquoi c'est important de comprendre les biais inconscients? C'est parce que ça permet de comprendre comment les gens prennent des décisions et comment ils vont choisir, promouvoir, licencier leurs employés. Mais j'ai vraiment une vision 360 où j'ai fait de la rémunération, j'ai fait des licenciements, j'ai fait partie des acquisitions, j'ai fait des engagements d'employés, j'ai promu des employés, j'ai fait des politiques.
Voilà, ça c'est mon parcours, voilà qui je suis et à qui vous parlez aujourd'hui. Alors en 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je me suis fait licencier en novembre 2021. Est-ce que c'était la fin du monde? Non, mais est-ce que ça m'a obligée à me réinventer? Oui. Et donc, j'ai commencé Kenling People. Alors, je savais que j'allais me faire licencier puisque je savais que ma compagnie faisait une réorganisation. Donc, je n'ai pas été surprise. Ça n'empêche pas que c'est une partie individuelle où il faut accepter ce changement. C'est un peu un deuil également à faire parce que pendant 7 ans, j'ai travaillé avec des gens. J'adorais ce que je faisais, j'adorais mon entreprise. Néanmoins, je me suis dit, c'est l'opportunité de faire quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Depuis que je travaillais en tant que RH au Canada, j'ai aidé vraiment mes amis. D'ailleurs, beaucoup de mes amis aujourd'hui, après 15 ans, sont des gens que j'ai aidés quand ils venaient d'arriver parce que quelqu'un disait, ah ben parle Angelina, elle va t'aider avec ta recherche d'emploi. Et donc, j'ai aidé mes amis. Et à chaque fois que j'ai aidé mes amis, en fait, ils trouvaient du travail. Et quand je me suis fait licencier, je me suis dit, c'est le moment de me lancer. J'aime tellement aider les gens. J'aime vraiment transmettre mes connaissances, mes compétences parce que je sais que ça fait une différence. Alors voilà, depuis vraiment maintenant 2 ans, c'est vraiment autour de mai 2021. Oui, c'est ça, mai 2021, où j'ai vraiment commencé Kenling People. J'ai aidé plus de 250 personnes. J'ai la majorité de mes clients qui ont été embauchés en moins de 3 mois. J'ai aussi des clients qui ont été embauchés en 4 semaines. Alors ça, je ne sais toujours pas comment ils ont fait, mais tant mieux pour eux. Et 8 semaines. J'ai des clients qui sont embauchés depuis la France. J'ai des clients qui sont embauchés pour des grandes entreprises telles que Salesforce, la banque Scotia, donc Scotiabank, Desjardins, Aviva, H&M, Air Canada, le gouvernement et des organismes non lucratifs. Pour l'instant, j'ai toujours 5 étoiles sur Google Review. J'en ai à peu près 35, je crois. Et j'espère que ça restera comme ça parce que c'est vraiment un reflet de ce que je fais pour les gens. Alors, je voulais vous parler un peu quand même du résultat de mes clients. Une de mes dernières clientes qui avait un profil en TI, et on se dit en TI, c'est facile de trouver du travail. Détrompez-vous, si vous n'avez pas les bons outils, ça ne marche pas. Ma cliente, pendant 1 an, elle a cherché du travail, elle n'y arrivait pas. On a commencé à travailler ensemble en début d'année, en janvier cette année. 2 mois plus tard, elle avait 2 offres d'emploi et 2 entreprises qui étaient prêtes à la sponsoriser. Et elle a eu 15 000 euros, pas 15 000 $, 15 000 euros d'augmentation par rapport à ce qu'elle fait actuellement en France. J'ai également aidé Jasmine. Jasmine, pareil, super profil, Head of Procurement, profil international, qui bouge toute sa famille au Canada. Et malgré les gros jobs qu'elle avait eus, se retrouve face à un marché qu'elle ne connaît pas. Au bout de 2 mois, c'était aussi réglé et elle avait un visa pour être sponsorisée. L'année dernière, j'ai eu Sarah, communication, en 4 semaines. Je ne sais toujours pas comment elle a fait. Alors, Sarah, elle avait un profil un peu particulier, beaucoup, on va dire, de CDD en France. Elle était aussi auto-entrepreneur. Elle ne savait pas comment mettre en avant ses expériences. On a travaillé ensemble et au bout de 4 semaines, elle a trouvé un travail. Alors là, avec Sarah, on a eu beaucoup de conversations sur sa stratégie. L'entreprise qui l'a embauchée lui a donné un emploi qui n'était pas celui pour lequel elle avait postulé, mais il l'aimait tellement qu'ils ont créé un peu un poste hybride. Elle ne savait pas si elle devait le prendre, ce n'était pas le job qu'elle voulait, ce n'était pas le salaire qu'elle voulait. Par rapport à sa stratégie d'immigration, on se dit que c'était la bonne chose pour elle de prendre le job. Et elle ne s'est pas trompée parce que je crois que 4 ou 6 semaines plus tard, elle a été promue, grosse promotion, et elle a eu le job qu'elle voulait. J'ai eu aussi Audrey qui était dans l'art, qui était sans expérience vraiment, à part ses 2 ans de stage qui avaient été accumulés. Et elle aussi, elle a trouvé du travail en 6 semaines depuis la France. Et quand elle a eu son offre, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu qu'elle attende à peu près 6 semaines avant d'arriver au Canada. Et j'étais là, oh là là, l'entreprise va jamais, jamais, jamais l'attendre. Et en fait, ils l'ont attendue. Et récemment, Colline, avec qui j'ai travaillé, qui était en RH, qui a commencé à travailler avec moi fin novembre depuis le Danemark. En décembre, il ne se passe absolument rien d'un point de vue du recrutement. Donc, quand je dis 8 semaines, c'est plutôt, j'ai envie de dire 4 ou 6, parce qu'en décembre, il ne se passe rien. Et elle est arrivée au Canada à Vancouver mi-janvier. Fin janvier, elle avait 2 offres d'emploi. Elle a pris une offre d'emploi un peu en dessous de ses capacités, mais elle voulait comprendre le milieu des RH au Canada, se faire les dents, comme on dit. Et ensuite, elle a eu 2 offres d'emploi et elle a eu une promotion, je crois aussi, après 4 ou 6 semaines. Donc, ça s'est super bien passé pour elle. Voilà, maintenant, c'est tout pour vous.
On va commencer. Assurez-vous de ne pas avoir de disturbance, de choses qui vous distraient. Voilà, je pense que les mots de mes clients parlent plus que moi, ce que je vous dis. Donc voilà, je vous ai mis des petits extraits des expériences de mes clients. Aujourd'hui, on va comprendre ce qui se passe dans la tête du recruteur, exprimer vos réussites et ce que vous avez à offrir et à naviguer le marché canadien. Alors, pour comprendre ce qui se passe dans la tête du recruteur, imaginez-vous comment vous prenez des décisions rapidement dans la vie. D'accord? Donc, par exemple, attention, grande analogie, et en général, vous l'aimez bien, celle-ci. Si vous allez sur une application de rencontre, combien de temps passez-vous à regarder le profil? Voilà, pas longtemps. Mais la question, c'est sur quoi avez-vous basé votre jugement, votre perception d'un profil avec quelques lignes? Et bien, pour le recruteur, dites-vous que c'est la même chose. Il a un CV qui fait à peu près 2 pages avec des informations qu'il faut qu'il interprète en quelques secondes. Alors, les études montrent que les recruteurs passent entre 6 et 8 secondes sur un CV. Donc, c'est le temps que vous avez pour faire bonne impression et démontrer que vous êtes le bon candidat pour un entretien. Alors, d'abord, vous allez me dire, mais pourquoi il regarde mon CV qu'entre 6 et 8 secondes alors que moi, j'ai passé 4 heures ou 5 heures à le faire? Eh bien, c'est parce que le recruteur, il a des centaines de candidatures à revoir pour un seul poste et que souvent, un recruteur, il a jusqu'à 15 postes sur lesquels il travaille. Je pense que c'est important que je vous dise ça aussi parce qu'il y a le concept de temps. Quand, par exemple, vous postulez et que vous n'entendez pas parler d'un recruteur pendant 2 ou 3 semaines, ça vous angoisse parce que vous dites, mon Dieu, je n'ai pas de nouvelles du recruteur. Le recruteur, 2 semaines, ce n'est pas grand-chose pour lui, en fait, parce qu'il a tellement d'autres activités, d'autres candidats, d'autres rôles à pourvoir, des offres à faire, que pour lui, ça ne paraît pas être beaucoup de temps. Alors, excusez-moi, je regarde pour être sûr que je n'oublie rien. OK. Alors, est-ce que le recruteur, il va quand même passer un tout petit peu plus de temps entre 6 et 8 secondes pour regarder votre CV? Oui, mais il va passer plus de temps une fois qu'il a fait sa présélection de CV. Pourquoi? Parce qu'il va s'assurer que votre CV a les bonnes informations quand il va présenter votre CV au gestionnaire. Pourquoi? Parce que lui, le recruteur, en fait, il faut qu'il soit crédible. Il veut montrer qu'il sait faire son travail. Il ne va pas aller vers un gestionnaire en disant j'ai trouvé que ce CV, peut-être que ça pouvait faire l'affaire. Non, il veut être confiant dans ce qu'il va présenter. Une fois que le gestionnaire, il va voir les CV qui ont été présélectionnés, le gestionnaire, lui, il va dire, OK, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Après ça, le recruteur, il va céduler. Alors, céduler, c'est du québécois pour dire planifier un premier appel avec vous pour un entretien dit de présélection. L'entretien dit de présélection, c'est un appel qui dure entre 15 et 30 minutes. J'ai l'impression que je me devance un petit peu là. Entre 15 et 30 minutes où il va vous poser des questions assez basiques. Mais je vais revenir là-dessus un peu plus tard parce que je crois que je suis en train de m'évader. Il y a bien sûr 2 types de recruteurs. Les recruteurs des agences de travail temporaire ou les agences de placement, on appelle ça des agences de placement au Canada, mais ce sont des agences d'intérim au Canada. Mais ça peut être des agences de placement qui vous mettent sur des jobs, on va dire, permanents. Donc, vous, ce que vous comprenez en France, si vous êtes en France, en tout cas, je vais souvent faire des comparaisons avec la France parce que c'est mon modèle, en tout cas, des contrats à durée, CDI, contrats à durée indéterminée ou des contrats à durée déterminée, ce qu'on appelle des emplois dits temporaires. Et les recruteurs qui sont in-house. Souvent, la différence, c'est que le recruteur de l'agence de travail d'intérim ou de l'agence de placement, c'est qu'il va vouloir vous placer. Donc, si vous avez un bon profil, il va faire le travail, entre guillemets, de vous vendre. Et souvent, les premières questions vont être assez basiques. J'ai complètement devancé. Je connais tellement bien ce que je veux vous dire qu'en fait, c'était sur cette slide que je voulais vous raconter tout ça. Alors, juste m'assurer encore une fois que je n'ai rien oublié. OK, le recruteur, il va chercher des candidats qui ont des compétences techniques qui va aider le département, l'équipe à atteindre ses objectifs.
et surtout qu'il y ait un bon match culturel pour l'image de la société. Au Canada, les entreprises portent une grande importance sur les traits de personnalité du candidat. Il y a vraiment ce côté… Alors, attendez, je remets les choses en place. Toutes les entreprises ne sont pas des bonnes entreprises. Toutes les entreprises n'ont pas des super cultures d'entreprise. C'est un peu comme partout. Je vous parle de manière générale. Il y a des gens qui vont avoir des très bonnes expériences et des gens qui vont avoir des très mauvaises expériences. Il y a des gens qui vont travailler pour des très bonnes entreprises et des gens qui vont travailler pour des mauvaises entreprises. Il y a des gens qui vont travailler avec des super managers et des gens qui vont travailler avec des managers absolument terrifiants qui sont des monstres. D'accord? Oui, ça arrive. Il n'y a pas que des gens bienveillants, même au Canada. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous travaillez pour une bonne entreprise et un bon manager, on va vous excuser si vous faites des erreurs, si vous êtes dans l'apprentissage, on va dire des choses techniques. Par contre, ce qui ne va pas passer, c'est votre comportement. Si vous êtes un employé qui n'a pas un bon comportement, qui ne travaille pas bien avec les autres, si vous avez un impact sur, on va dire, le mood de votre équipe, ils ne vont pas avoir de problème à se dire que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez facilement modifier et s'il n'y a pas un changement, il y a de grandes chances qu'ils vous mettent à la porte. Rappelez-vous, au Canada, licencier quelqu'un, c'est assez facile. Les droits du travail, oui, il y en a, mais ce n'est pas aussi intense que ce que vous pouvez connaître en France. Donc, si ça ne va pas, il ne va pas avoir de mal à vous licencier. Gardez ça en tête. Du coup, le CV, le recruteur, il va chercher les réalisations que vous avez accomplies, il va regarder l'environnement dans lequel vous avez travaillé, il va essayer de comprendre le volume de travail que vous aviez, les équipes avec qui vous avez dû travailler et quels sont les objectifs que vous avez atteints. Et tout ça, il va essayer de le voir dans le CV. Tout ça, je l'ai dit. Les questions que vous allez avoir en pré-entretien. Pouvez-vous vous présenter brièvement? Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Ou plutôt, quelles faiblesses avez-vous ou quels points d'amélioration avez-vous? Pourquoi vous avez postulé pour ce job? Qu'est-ce que vous comprenez du job? Qu'est-ce que vous savez de l'entreprise? Oui, je vous assure, si vous ne savez pas répondre à la question « Que savez-vous de l'entreprise ?» vous ne donnez pas une bonne image de vous. Ça m'est arrivé en plein entretien de présélection d'être hyper stressée. Je connaissais super bien l'entreprise. J'avais fait mon travail, je m'étais préparée. Et le stress m'a pris et j'étais incapable de répondre à la question. Et c'était une entreprise qui faisait des jeux vidéo. Et elle m'a dit « Qu'est-ce que vous savez de nos jeux vidéo? Ou est-ce que vous pouvez nous citer des jeux vidéo que l'on fait ?» J'ai été incapable de répondre et elle m'a dit, cette personne, la recruteuse, la prochaine fois que vous allez en entretien, sachez à qui vous parlez. Bam! Je savais qu'elle n'allait pas me rappeler. Enfin, le recruteur, il va également, du coup, évaluer vos aptitudes à communiquer. Alors, attention, quand je dis communiquer, ce n'est pas votre accent. Je préfère vous rassurer là-dessus. Par contre, il va évaluer la manière dont vous présentez votre information. Est-ce que vous êtes clair? Est-ce que vous êtes compatible avec le poste? Et là, à ce moment-là, il va vous comparer avec les autres personnes qu'il a déjà présélectionnées. Et là, il va prendre la décision s'il vous rappelle ou pas pour faire un vrai entretien, voire plusieurs entretiens. Au Canada, ça peut être assez courant que vous ayez votre sélection, de votre présélection, puis votre entretien avec le manager, puis après un autre entretien avec les RH, puis avec peut-être une personne du business, puis également peut-être vos futurs collègues. Parce que certaines entreprises, soit elles ne savent pas prendre des décisions, soit elles ont peur de prendre des décisions d'elles-mêmes, soit parce qu'elles veulent être très inclusives et avoir le sentiment que tout le monde a un peu son mot à dire puisque vous allez travailler avec d'autres personnes. C'est pour vous dire à quel point ils trouvent que c'est important de choisir la bonne personne. Est-ce que vous avez des questions? Je vais peut-être faire une petite pause. Ça fait déjà 25 minutes que je parle. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous pouvez me dire si vous allez bien dans le chat ou c'est le Q&A? Super. Merci. Allez-y. All right. OK, on continue. Merci beaucoup de vos réponses. Ça me fait super plaisir. OK, on rentre dans le vif du sujet.
Qu'est-ce qu'il manque à votre CV pour être percutant? On va commencer par les standards, la conformité canadienne. L'entête du CV où vous mettez vos informations pour être contacté. C'est important. Je vais parler de la France, mais il y a aussi beaucoup d'autres pays où encore on peut mettre sa photo. Mais au Canada, les lois antidiscrimination sont quand même assez puissantes, assez fortes. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne met pas de photo. On ne met pas sa date de naissance. On ne met pas son statut marital. On ne met pas sa nationalité. Pourquoi, si vous n'adaptez pas votre CV au format canadien, ça peut envoyer un message au recruteur, on va dire, négatif? C'est parce qu'il va se dire que peut-être vous n'avez pas fait le travail nécessaire pour comprendre les normes du pays dans lequel vous postulez. Et le recruteur, lui, va se dire soit que vous n'êtes pas curieux, soit que vous n'avez pas fait d'efforts, soit que peut-être, en fait, vous pensez que vous êtes super bon, que vous pouvez postuler sans vous adapter, en fait. Et en plus, si vous marquez sur votre CV que vous avez des capacités d'adaptabilité, bah, je ne suis pas sûre que vous donniez la meilleure impression. Est-ce qu'on ne va pas vous rappeler à cause de ça? Pas nécessairement, mais il va falloir que votre CV soit quand même assez bon. Et je pense que vous amenuisez quand même vos chances, en fait, parce que on va se dire, mais pourquoi elle a mis sa photo? Pourquoi elle ne s'est pas adaptée? Ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un qui mettait sa photo et je suis là, mais pourquoi cette personne a fait ça? Ça ne m'a pas empêché de l'appeler si je trouvais que le CV était quand même pas mal, mais ma première impression, elle n'était pas très bonne, en fait. Et je vous le dis parce qu'en fait, on a des biais inconscients. Ils existent. Le cerveau, il est obligé de prendre des décisions. Donc, il prend des shortcuts. Donc, le but du jeu, c'est que votre CV, il soit facile à lire, que l'information que vous partagiez soit percutante. Au niveau du nombre de pages, je sais qu'en France, c'est très courant de faire ça sur une page. Je pense que c'est culturel parce qu'en France, on regarde les titres et on pense que le titre, c'est suffisant pour savoir ce qu'on a fait dans ce job, ce qui n'est pas le cas au Canada. Au Canada, votre CV, il peut faire jusqu'à 2 pages parce qu'en fait, on veut voir vos réalisations. Le titre, ça veut plus gros. Quand le recruteur il va regarder votre CV, il va regarder le titre, mais il va aussi regarder vos responsabilités et ce que vous avez accompli. Je vous donne plus d'infos dans quelques secondes. Mais du coup, votre CV, il peut faire jusqu'à 2 pages. Est-ce qu'il doit faire plus que 2 pages? Non. Pour des personnes qui ont entre 15 et 20 ans d'expérience, on peut déborder un petit peu. Mais même moi, si aujourd'hui je devais refaire mon CV parce qu'aujourd'hui il fait 2 pages et demie, je réduirais pour être le plus concis possible. La manière de communiquer en entretien, vous avez aussi une responsabilité de savoir communiquer et d'être concis sur votre CV. Oui, sur votre CV. L'impact de votre CV. Qu'est-ce qui manque? Souvent, c'est que votre CV, il n'est pas pertinent pour plusieurs raisons. Les informations que vous mettez sont banales, voire, je suis désolée, je vais le dire, bateau. Et je le dis pour que ça vous choque un petit peu. En gros, vous écrivez des choses du genre réponds au téléphone, gère un budget, voilà. Et c'est pas, ça donne pas d'informations. C'est banal. Alors, je vais vous dire un petit peu ce qu'il faut faire. Vous avez aussi souvent écrit des responsabilités que vous pensez être importantes dans le job que vous faisiez. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il recherche l'employeur. L'employeur, lui, il veut se dire « Ah, cette personne, elle fait déjà ce qu'on recherche. » Donc, ce n'est pas que ce que vous avez fait, ce n'était pas important. C'est juste que ça ne donne pas l'information que le recruteur, il recherche. Lui, ce qu'il veut, le recruteur, c'est de se dire « Ah, ça match. » Donc, même si quand vous voyez par exemple un job description, un descriptif de poste, et que vous dites ce job, il est pour moi, c'est moi, et vous le savez, vous n'avez pas été capable de le transcrire sur votre CV. Et du coup, lui, le recruteur, il ne le voit pas. Le deuxième point important, vous ne mettez pas de chiffres dans votre CV. Si vous me suivez depuis longtemps, mon mantra, c'est « The power is in the number ». Alors, je le dis en anglais parce que ça rime. En français, ça donne « le pouvoir est dans le chiffre ». Je trouve que ça pète moins. Mais
L'idée, c'est de pouvoir donner du contexte, de pouvoir quantifier. Je vais vous donner un exemple. Je gérais les employés de mon groupe client. Voilà, ça peut être une information banale. Ça ne donne pas d'information. Si je vous dis, je gérais 450 employés pour mes groupes clients, tout de suite, vous voyez la différence. J'ai donné un point de repère au recruteur du volume que j'avais en tant que ressources humaines. Et c'est un vrai cas. Hein. Quand j'étais sur mon dernier job, j'avais 450 employés. Est-ce que cette information, elle va vous faire être embauché? Pas nécessairement, mais elle va donner du contexte. Par exemple, si l'entreprise, elle se dit, oh là là, le groupe client qu'elle va avoir à gérer, c'est 100 personnes, elle risque de s'ennuyer parce qu'elle a déjà eu l'habitude d'avoir un plus gros volume. Néanmoins, si l'entreprise B, on va dire, elle recherche quelqu'un qui peut gérer environ entre 300 et 500 personnes, ça marche. Une autre entreprise, elle a 2000 personnes. Là, ils vont se dire, peut-être qu'elle a encore besoin un peu d'expérience pour pouvoir gérer un groupe aussi gros. Mais ça donne du contexte. J'espère que ça vous aide un petit peu. Dites-vous surtout que le recruteur, il ne vous connaît pas. Il ne connaît pas le type d'emploi que vous aviez. Il ne connaît pas le type d'entreprise pour laquelle vous aviez travaillé. Peut-être qu'il ne connaît pas le diplôme que vous avez. Il ne va peut-être pas connaître l'équivalence de votre diplôme. En gros, il ne sait pas qui vous êtes et c'est à vous vraiment de lui donner l'information, en gros, clé en main pour qu'il n'ait pas de questions à se poser. Rappelez-vous, entre 6 et 8 secondes, plus l'information elle est claire, moins il a à se poser de questions, moins il a à se poser de questions, plus il peut prendre des décisions rapidement. OK. Donc, pour chaque information que vous écrivez sur votre CV, vous devez vous poser la question, rappelez-vous de ça, est-ce que cette information est pertinente? Est-ce que cette information me permet de montrer mon impact? Comment est-ce que cette information va être interprétée par le recruteur? Demandez à quelqu'un d'externe qui ne connaît pas votre job de relire le CV pour vous. Cette personne, elle va être capable de vous dire, ben là, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ah, là, je comprends. Ce qui est difficile en faisant son CV, c'est que nous, on se connaît. Donc, on ne se rend plus vraiment compte parfois si le CV, il fait le travail ou pas. Mais une personne qui ne vous connaît pas, enfin, une personne qui ne vous connaît pas dans votre travail, va être capable de dire, je ne comprends pas cette information ou pas. Encore une fois, hop, pour vous aider, pensez à cette application de rencontre. Je ne sais pas si tout le monde va sur des applications de rencontre, mais en tout cas, moi non plus, j'y vais pas. Mais pour avoir assez de copains qui y vont, je sais que la prise de décision, elle est assez rapide. Et demandez-vous, quand vous êtes sur cette application, ou demandez à vos copains qui sont sur ces applications, qu'est-ce qu'ils regardent pour prendre une décision. OK, troisième point important. Et là, ce n'est pas le quoi, ce n'est pas le comment c'est écrit, c'est vraiment à quoi ressemble votre CV. Le cerveau, il est conçu, il est designé pour aimer ce qui est harmonieux, d'accord? Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que la manière dont on va trouver l'information, imaginez-vous, il y a beaucoup d'informations sur un CV, il faut que l'information puisse la trouver rapidement. L'œil aime, ouais, c'est ça, l'œil d'abord pour aller au cerveau, a envie de lire des informations lorsque c'est facile de trouver l'information. Surtout aujourd'hui où on est débordé par une masse d'informations, on n'a plus envie de chercher. Donc, par exemple, quand vous regardez un flyer ou un site web, s'il y a des informations un peu partout, ben, vous n'allez pas savoir où trouver l'information et vous n'allez probablement pas vous prendre la tête à essayer de déchiffrer et vous allez passer à autre chose. Et ben, c'est pareil pour le recruteur. Donc, d'un point de vue de la cohérence, est-ce que vos tirets ou vos bullet points sont alignés? Est-ce que vos dates sont alignées? Est-ce que votre police est pareille? Donc là, par exemple, je suis sûre que vous avez tous remarqué que j'avais écrit cohérence d'une manière différente. Et vous avez dit, bah, mince, pourquoi elle a fait ça? C'est exactement pour ça que je l'ai fait, pour que ça vous marque et que vous vous rendiez compte que quand tout d'un coup, l'information, elle est un peu perturbante ou elle est pas, elle suit pas le fil conducteur de ce qu'on a utilisé jusqu'à présent,
on est perdu. Souvent, les clients avec qui je travaille, je mets des informations en gras. Pourquoi? Parce que je veux que ce soit cette information que le recruteur voit et qu'il n'ait pas à se perdre en lisant tout. Ça, c'est un petit tip que j'utilise beaucoup. En tout cas, je l'ai fait exprès. Ça vous a marqué, je le sais. Et le recruteur, lui, il va lire ce genre de détails. Sur votre CV, très souvent, je mets l'information des dates à droite du CV. Pourquoi? Parce qu'on lit de gauche à droite. Encore une fois, c'est comment est-ce que le cerveau lit l'information. Donc, quand toutes vos dates sont alignées sur la droite, on a une espèce de chronologie. Ça permet au recruteur de comprendre vraiment votre parcours. OK. Faites un screenshot. On fait un petit checkpoint. Est-ce que les informations sur votre CV sont pertinentes? Est-ce que vous avez enlevé les informations qui ne sont pas standards au Canada? Est-ce que vous avez des chiffres qui permettent d'être percutants et de sortir du lot? Et est-ce que votre CV est harmonieux? Je prends une question. Je parle beaucoup, hein. Ça va faire un peu plus d'une heure. Je suis désolée parce qu'en plus, je vais prendre vos questions. Allez-y, posez-moi votre question dans les Q&A. Je vais en prendre une ou deux. Peut-on mettre les logos des entreprises afin que cela soit visible plus rapidement? C'est une super question, merci. Alors, je suggérerais de ne pas mettre de logo des entreprises. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les Applicant Tracking Systems qui sont des systèmes de suivi des candidatures. Ça, je ne suis pas dans la technologie, je ne sais pas pourquoi, j'ai juste lu beaucoup d'informations sur le sujet et ça semblerait que ça perturbe un petit peu le suivi des candidatures pour extraire la data. Par contre, si vous postulez pour des petites entreprises qui n'ont pas d'applicant tracking system, où il faut encore que vous envoyez votre CV, on va dire par email, vous pouvez mettre vos logos. Mais la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que ça vous fait perdre beaucoup de place? Est-ce que vous avez travaillé pour des grosses entreprises et que du coup, le logo est reconnaissable? Si vous avez travaillé pour une petite entreprise et ça ne va pas vous apporter peut-être beaucoup de visibilité. En fait, la question, c'est ça. Est-ce que c'est pertinent et est-ce que ça vous aide? Par exemple, si vous travaillez pour Coca-Cola, est-ce que vous avez besoin de mettre le logo de Coca-Cola? Je crois que tout le monde connaît Coca-Cola, par exemple. Si vous êtes travaillé pour Apple, Google, on connaît déjà. Donc, demandez-vous si ça impacte ou pas. Ouais, c'est vrai que c'est joli, hein. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas joli. J'ai tendance à dire que les modèles de CV canadiens que je donne à mes clients, c'est des modèles boring, c'est assez ennuyeux, mais ils sont hyper efficaces parce qu'on ne se perd pas au niveau de l'information. J'emménage bientôt au Canada dans 15 jours. Félicitations. Mais je veux postuler dès à présent à quelques jobs qui m'intéressent. Que dois-je mettre comme adresse et numéro de téléphone? OK. Numéro de téléphone canadien. Donc, vous pouvez utiliser une application. Je vous laisse chercher ou regarder sur mes anciens lives. Non, mais les gens utilisent l'application Fongo. Pourquoi? Parce que si vous avez un numéro de téléphone encore français, on va croire que vous n'êtes pas dans le pays ou vous n'êtes pas autorisé à travailler au Canada. Et l'applicant tracking system va aussi détecter que vous êtes à l'étranger et il va probablement vous mettre dans la pile internationale. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que les recruteurs, même s'il y a un applicant tracking system, il va quand même regarder tous les CV parce qu'il ne va pas faire confiance au système de recrutement. Même, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que je vais partir sur un truc pendant 15 minutes et ça ne sert à rien. Mais en tout cas, ceux qui sont sur la pile pas autorisés à travailler au Canada, par exemple, ou à l'international, souvent, ceux-là, on ne les regarde pas. OK, certaines tâches ne sont pas quantitatives, mais plutôt qualitatives. Que faire dans ce cas? Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre des chiffres sur chacune de vos responsabilités. Mais en tout cas, d'un point de vue qualitatif, moi, je peux quand même penser à des questions à se poser du genre est-ce que l'engagement ou la productivité a été meilleure? Est-ce que… Alors, je n'ai pas le contexte exactement, mais ce n'est pas pour chaque responsabilité, mais c'est quand même pouvoir donner… le qualitatif, ça peut être également, vous avez amélioré un processus, du coup,
vous avez moins d'appels parce qu'il y a moins d'erreurs et que du coup, vous avez un meilleur service à la clientèle. OK, je vais avancer. Je vais aller sur les structurer ces réponses en entretien. Je vais cacher les questions-réponses, je les garde pour tout à l'heure. La communication au Canada. Alors, les recruteurs au Canada, c'est des bisounours, pas de fausse, mais ils ont tendance à vouloir vous mettre à l'aise. Quand on vous met à l'aise en entretien, vous allez avoir plus de facilité à être vous-même. Quand vous êtes vous-même, vous allez partager plus d'informations, ça va vous mettre dans des bonnes prédispositions. Et c'est là où, en fait, il faut un peu faire, entre guillemets, attention à ce que vous allez dire, parce que quand tout d'un coup, on se sent à l'aise, c'est là où on va peut-être lâcher l'information qu'il ne fallait pas lâcher. Je peux vous dire, ça m'est déjà arrivé en entretien, j'étais préparée, l'entretien devait durer 1 heure, ça dure 1 heure et demie, tout va bien, et à un moment donné, je lâche. Et elle me pose une question, et là, j'ai su que j'avais lâché, j'étais plus sur mes gardes, en fait, et je lui ai donné une information que je n'aurais pas dû lui donner. Et je crois que ça m'a valu le job et c'est peut-être tant mieux parce que je pense que je n'aurais peut-être pas été très heureuse dans cette entreprise. Mais voilà, il faut vous dire que même si je suis en RH, j'ai aussi été candidate et j'ai toujours réussi mes entretiens quand je me préparais avec quelqu'un, pas quand je me préparais toute seule, mais depuis les préparations d'entretien pour rentrer en master. Hein. Et quand vous vous préparez en entretien, il faut que vous vous prépariez en verbalisant. Ne le faites pas tout seul devant votre miroir. Demandez à quelqu'un. Également, les entretiens ont tendance, moi, je trouve, à être assez structurés. Alors, bien sûr, en France, un bon recruteur, il va chercher à comprendre vos motivations, ce que va aussi faire un recruteur au Canada. Mais je trouve qu'au Canada, les recrutements sont quand même très structurés. On s'attend à ce que vous répondiez d'une certaine façon. Les entretiens sont surtout très structurés pour des entreprises qui ont un département RH, parce que c'est nous qui sommes chiants, mais en tout cas pour aider les managers à être le plus objectif possible quand ils vont recruter des candidats. C'est aussi le côté anglophone, le côté structuré. Au Québec, je trouve qu'il y a plus cette relation, on parle, on apprend à se connaître. Il y a un côté un peu plus français, un peu plus en mode conversation. Néanmoins, ce que je vais vous dire, c'est qu'un bon recruteur, même si sa liste de questions, on appelle ça to probe, s'il entend quelque chose dans votre réponse, c'est possible qu'il rebondisse pour avoir un peu plus d'informations, pour savoir si vous n'êtes pas en train de le chicaner, comme on dit au Québec. Donc, votre job, c'est de savoir comment communiquer clairement et précisément vos exemples. Il n'y a rien de pire, mais il n'y a rien de pire pour un recruteur d'essayer de trouver l'information dans votre réponse. Si vous commencez à aller dans tous les sens, il ne va pas savoir l'information qu'il doit retenir. Ouais, désolée, j'ai eu un blanc, mais j'ai eu un moment où j'étais en entretien et une réponse a duré 5 minutes et j'étais là, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter et où est-ce qu'il y a l'information pertinente pour moi? En anglais, on dit que quelqu'un rumble, ça part dans tous les sens là. Encore une fois, quand vous ne répondez pas de manière claire et précise, vous donnez l'impression, puisque vraiment l'idée pour moi, c'est de vous donner comment le recruteur y pense, mais vous donnez l'information que vous brodez, que vous ne savez pas de quoi vous parlez, que vous êtes peut-être en train de mentir. Si vous n'êtes pas capable de transmettre l'information, est-ce que vous allez être capable de communiquer avec vos collègues en entretien? En gros, c'est comme le CV, il faut être pertinent et clair. Voilà, oh, j'ai sauté une slide. Comment est-ce qu'on est concis? Alors, vos réponses, entre 2 et 3 minutes. Prenez votre téléphone, parlez-vous à vous-même, regardez-vous comment est-ce que vous entendez votre réponse. Est-ce que vous avez l'impression que ce que vous partagez, c'est clair ou pas? Vous pouvez être votre propre critique pour commencer. Donc, ça, c'est une de mes astuces. Je sais, ce n'est pas très agréable de se voir
sur le téléphone et se dire « Oh là là, qu'est-ce que je dis? Oh là là, je dis trop de E ». Mais ça vous donne du feedback en direct, donc vous pouvez vous améliorer en faisant ça. Donc, pour être concis, il faut être structuré. Pour être structuré, il faut être préparé. Alors, du coup, comment est-ce qu'on se prépare? Eh bien, on anticipe les questions d'entretien. Pour anticiper les questions d'entretien, vous devez vraiment regarder le descriptif de poste, regarder chaque responsabilité, regarder les qualifications. D'un point de vue des qualifications ou des responsabilités, par exemple, si vous voyez dans les qualifications forte capacité à communiquer avec des équipes transverses ou excellente capacité en service à la clientèle, attendez-vous à ce qu'on vous pose une question d'entretien qui dit parlez-moi d'une expérience où vous avez dû gérer un client mécontent. Celle-ci, elle est assez bateau, elle peut tomber assez souvent en entretien. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails ici. Pour être concis, il faut être simple. Donc, il y a une méthode qui est quand même très répandue qui s'appelle la méthode STAR. La situation, la tâche, l'action, le résultat. Ici, ça va vous permettre d'être structuré et de vous aider à anticiper les questions et à préparer vos réponses en sachant exactement le fil conducteur pour votre réponse. Cette méthode, elle est aussi super importante parce que si, par exemple, en entretien, on vous pose une question à laquelle vous n'étiez pas préparé, vous pouvez prendre quelques secondes et anticiper ou préparer la structure de votre entretien, de votre réponse. Ça vous permet de ne pas vous perdre, même si vous n'étiez pas préparé à cette question. Donc, être précis. La clé pour être précis, c'est de donner des exemples spécifiques. Ce que j'entends beaucoup, ce que j'ai beaucoup entendu en entretien ou même encore quand je fais des préparations d'entretien, mes clients ou les candidats que je rencontrais, c'est alors, si j'ai cette situation-là, je ferai comme ci, je ferai comme ça. Encore une fois, en fait, on a l'impression que ouais, en fait, vous ne savez pas trop de quoi vous parlez, ça ne donne pas de l'assurance. Les questions dites de comportement, elles sont là parce qu'un ancien comportement ou la manière dont vous avez géré une situation, on croit que vous allez être capable de reproduire cette façon de fonctionner si ça vous arrive de nouveau dans le futur. Ça permet de rassurer la personne en face de vous, vous savez de quoi vous parlez. Donc, quand vous préparez vos entretiens, repartez toujours sur un exemple du passé et comment vous avez géré cette situation. Donc, commencez en disant, par exemple, lorsque j'étais chez la compagnie ABC en tant que RH manager, blablabla. Bla, bla, bla. J'ai écrit un exemple concret pour que ça résonne, mais je n'ai pas envie de perdre 2 minutes. Mais en gros, je dis, j'ai travaillé quand j'étais chez Oxford Properties, que j'étais la RH manager. Tous les ans, on faisait les entretiens. Pas les entretiens, les sondages de satisfaction, d'engagement des employés. Lorsque ça a été mon année, je me suis rendu compte que les rapports que l'on donnait à nos leaders manquaient une information pertinente pour les aider à savoir où est-ce que leur score avait augmenté ou avait baissé. Et donc, j'ai travaillé avec l'équipe d'analyse de données, avec les RH, les assistants RH, et avec mes collègues pour ajouter une flèche en fait de couleur pour montrer si ça avait augmenté, si ça avait baissé, ce qui permettait aux leaders de se rendre compte immédiatement où est-ce qu'ils avaient des actions à mettre en place et où est-ce que leurs actions passées ont déjà fonctionné. J'ai montré à mes collègues comment utiliser la fonctionnalité dans Excel. Tout le monde a adoré cette nouvelle fonctionnalité. Et depuis, c'est quelque chose qui est mis en place dans tous les rapports et ça a aidé plus de 200 leaders à faire les choses. Vous voyez, j'ai été je vous l'ai fait très rapidement, mais en gros, très clair. Voilà ce qui s'est passé. La situation, je devais faire ça. J'ai trouvé une opportunité et le résultat, il était génial. Tout le monde est heureux, tout le monde vit dans le monde des bisounours, plus ou moins. Ok, je vous ai tout dit. On fait un petit checkpoint. Est-ce que tu sais utiliser, prenez un screenshot, ça vous aidera quand vous allez vous préparer. Est-ce que vous savez utiliser la méthode STAR? Est-ce que vous savez anticiper les questions qui vont vous être posées? Est-ce que vous savez présenter des exemples en 2 ou 3 minutes? C'est très difficile.
Est-ce que tu as une liste d'exemples précis que tu peux déjà utiliser quand tu vas en entretien? Je vous laisse me poser une ou deux questions. Je vois un peu d'eau. Ça, c'est sur le CV. Est-ce qu'on peut mettre des mots pertinents en gras sur le CV? Absolument, c'est ce que je fais tout le temps. Peut-on mettre permis de conduire B ou international sur le CV? Ce n'est pas pertinent, à part si c'est une demande pour le job. Est-ce qu'on doit écrire les périodes où nous n'avons pas travaillé sur notre CV? Ça dépend combien de temps vous n'avez pas travaillé. Pour moi, les gaps, ce n'est pas un problème. Et surtout, ce qu'on veut faire, c'est éviter de laisser penser aux recruteurs qu'on s'est fait licencier. Donc, expliquez vos gaps. Là, j'ai une cliente, par exemple, qui avait un gap, entre guillemets, de 3 ans. Ce n'est pas qu'elle n'a pas travaillé, c'est qu'elle s'est occupée de ses enfants. Moi, je trouve que c'est beaucoup de travail de s'occuper d'enfants, surtout de ses propres enfants. Donc, marqué en congé parental. Si vous avez déjà, je ne sais pas, vous avez pris 6 mois pour faire le tour du monde, ou 6 mois de voyage, vous avez appris des super skills quand vous voyagez tout seul. Donc, n'ayez pas peur des gaps, juste expliquez-les pour que les recruteurs n'imaginent pas le pire. Si on n'est pas encore au Canada, quelle adresse et numéro de téléphone? J'ai déjà répondu tout à l'heure. Avez-vous un conseil pour fournir des points de données en début de carrière ou quand ils ne sont pas flatteurs? S'ils ne sont pas flatteurs, ne pas les mettre. Mais en début de carrière, eh ben, oui, vous avez probablement fait des stages, vous avez peut-être travaillé pendant vos études avec des équipes, vous avez peut-être d'autres informations. L'expérience, ce n'est pas que votre expérience professionnelle. Votre expérience, c'est également ce que vous faites à côté. Je ne sais pas, vous faites du sport, vous êtes dans une association, vous faites du bénévolat. Je ne sais pas, moi, vous développez des aptitudes dans toute expérience de vie, en fait. Ce n'est pas que votre expérience professionnelle qui vous permet d'être qui vous êtes aujourd'hui, de ce que vous connaissez. Vous avez peut-être une passion. Je vais vous donner un exemple concret. Et ça, j'avais une cliente qui lisait énormément. D'accord? Je crois qu'elle était capable de lire 10 ou 15 livres par mois. C'est énorme. Ça veut dire qu'au niveau de l'information qu'elle ingurgite, ça allait très, très vite. Et elle voulait postuler pour des entreprises d'édition ou en tout cas en lien avec le livre. Ça, c'est une information hyper pertinente. Et je suis sûre que personne ne se serait dit, mais c'est important comme information, alors que ça l'est. Voilà, je vous donne un petit postuler depuis la France. Numéro de téléphone, on en a déjà parlé. Je suis actuellement qu'en France, j'ai ma lettre d'introduction et compte venir en janvier 2004. Quand dois-je commencer ma recherche? Dois-je préciser le statut sur lequel je vais venir dans le CV? Combien de mois à l'avance dois-je m'y prendre pour commencer? Bon, il y a beaucoup de questions. Oui, tu peux commencer. Félicitations pour avoir eu ton PVT. Commencer ta recherche d'emploi, ça dépend quel type de job. Mes clients trouvent du travail en moins de 3 mois. En ce moment, le marché du travail, avec tous les licenciements qu'il y a eu dans la tech, je sens qu'en étant à Toronto et en ayant parlé avec mes collègues, enfin mes copains, c'est un peu plus chaud en ce moment parce qu'il y a beaucoup plus de compétition de vrais talents. Ce n'est pas parce qu'on se fait licencier que ça veut dire qu'on est mauvais dans son job, c'est juste des réorganisations. Donc, il y a de la compétition. Donc, ça va dépendre de ton domaine. Mais en tout cas, ça, c'est ça à laquelle il faut répondre. Qu'est-ce que tu mets dans ton CV par rapport à ton statut autorisé à travailler au Canada? OK, on va passer. J'ai beaucoup de questions. Merci beaucoup. Savoir où trouver du travail au Canada. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un job board? Un job board, c'est LinkedIn. C'est aussi Indeed. En fait, pour le Québec, on va penser à Job Illico, Job Boom. L'idée, c'est que, en fait, une entreprise, elle paye pour faire de la pub pour son offre. Donc, toutes les offres ne vont pas être sur LinkedIn. LinkedIn, c'est très cher pour l'entreprise. Si je ne me trompe pas, un seul poste, on n'est pas loin de 400 ou 450 $. Bon, plus ils en achètent, moins c'est cher, mais ça reste cher. Donc, vous n'allez pas tout trouver sur LinkedIn, par exemple. Ça va vraiment dépendre du domaine. LinkedIn, on est plus sur des jobs, entre guillemets, encore plus, enfin, qui sont encore corporate. Même si vous allez peut-être trouver des customer service, ça s'appelle des evergreen. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Indeed, c'est un agrégateur, mais c'est aussi
un job board parce que les entreprises peuvent payer pour être sponsorisées et donc être sur les premières pages. Mais Indeed, c'est en fait une plateforme où ils vont partout sur le net pour créer une banque de données de jobs. Donc, c'est vraiment un endroit où vous pouvez trouver des jobs que vous n'allez pas nécessairement trouver sur LinkedIn. Il y a plusieurs agrégateurs, mais ça peut être un point important de savoir qu'il y a des job boards. Il faut que vous postuliez également sur les sites web. Je parle vite parce que je vois que je parle beaucoup, beaucoup quand même. Votre réseau, je sais que vous détestez réseauter. Ok, réseauter, ce n'est pas un gros mot. Je sais qu'en France, quand on dit réseauter, on a l'impression qu'on fait du pistonnage. Ce n'est pas le cas. Et LinkedIn, c'est super important au Canada. C'est comme ça que les liens se font. Et tout le monde utilise LinkedIn pour créer des liens. Alors, est-ce que tout le monde va vous répondre quand vous allez utiliser LinkedIn? Absolument pas. Je suis la première à ne pas répondre à mes messages sur LinkedIn parce que je suis débordée et que j'ai des emails qui viennent de partout. Mais aussi, c'est parce que j'ai beaucoup de gens qui veulent juste faire partie de mon réseau et je ne les connais pas et ils ne se présentent pas et je ne vois pas pourquoi je dirais oui, viens dans mon réseau, je ne te connais pas alors qu'on ne m'a même pas dit bonjour et qu'on ne me donne pas de contexte. Ça, c'est une bonne astuce que je viens de vous donner ici. Votre réseau. Alors, c'est vos proches. Je dis souvent, parlez à vos amis, parlez à vos anciens collègues de travail, dites-leur que vous avez le projet de partir au Canada. Pourquoi? Parce que le réseau, c'est une personne qui connaît une personne, qui connaît une personne, qui connaît une personne, qui connaît une personne, qui connaît une personne. Et il y a peut-être quelqu'un, vous allez lui dire, je pars au Canada, est-ce que par hasard tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un? Pourquoi le réseau, c'est important? 70% des jobs, d'après les études, on dit que sont cachés, ce qui veut dire qu'il y a à peu près 30% des jobs que vous voyez en ligne qui sont en ligne et à peu près 70% des jobs que vous ne voyez pas. Pourquoi le réseau, c'est important? Parce que quelqu'un avec qui vous allez créer un lien va vous faire confiance. Si elle vous fait confiance et qu'elle ne met pas sa crédibilité en jeu, elle va présenter votre CV. Je vais vous donner un exemple. Quand je suis arrivée au Canada, à l'époque, il n'y avait pas LinkedIn. Je suis un dinosaure, mais il y avait une plateforme qui s'appelait Viadeo, donc un peu l'équivalent de LinkedIn aujourd'hui. J'avais contacté des gens qui étaient en RH au Canada 6 mois au préalable. Je ne me souviens pas du tout du nombre de gens qui m'ont ignoré, mais j'ai quand même 2 personnes qui m'ont répondu. La première personne avec qui je suis arrivée, avec qui j'ai pris un café en arrivant au Canada, m'a dit « Va parler à cette personne qui travaille dans une agence de travail temporaire ». Donc, je me suis inscrite dans cette agence de travail temporaire. Il s'avère que 3 semaines plus tard, la personne que j'avais rencontrée quitte l'emploi et elle me dit « Est-ce que tu veux que je donne ton CV pour récupérer mon job ?» C'est comme ça que j'ai eu mon premier job. J'ai postulé nulle part. C'est en créant des liens et quelqu'un qui a pensé à moi parce que ça matchait. La deuxième personne avec qui je suis allée boire un café, quelques années plus tard, on est devenus amis, quelques années plus tard, dans sa société, il cherchait une RH, je ne sais plus, une généraliste, peu importe. Elle a fait passer mon CV. Je n'ai pas eu le job parce qu'elle a donné mon CV. J'ai eu le job parce que j'ai passé des tests psychotechniques, j'ai réussi mes entretiens, mais elle a pu s'assurer que mon CV avait été vu. Et donc, si quelqu'un donne votre CV, on se dit, bon, on va appeler quand même cette personne, au moins par politesse. Donc, parlez à vos proches, parlez à vos anciens collègues, parlez à vos anciens classmates, les personnes avec qui vous êtes allés à l'école, allez parler à des inconnus sur LinkedIn. Et si vous allez à des événements, des événements que ce soit dans votre milieu ou que ce soit des rencontres, n'importe quel type de meet-up, on va dire que vous allez à un meet-up Babel parce que vous voulez améliorer votre anglais, parce que vous allez à Calgary, à Vancouver, à Toronto, parlez aux gens, parlez de ce que vous faites. Ok, 3e point, les agences de placement. Pourquoi? Ça doit faire partie de votre stratégie de recherche d'emploi. Les agences de placement, elles se font de l'argent sur votre dos. Donc, c'est dans leur intérêt de vous placer. Et je peux vous dire que leurs marges sont assez importantes. Du coup, si vous leur plaisez, ils vont faire le job pour vous. C'est génial, c'est génial. J'ai trouvé mon 2e job dans la compagnie minière avec Talent World. Avant, ça s'appelait The Back Group. Et en fait, l'entreprise, à la base, elle me dit généralement les gens qui ont une première expérience en agence de placement, ce n'est pas vraiment le type de profil
qu'il cherche. Mais toi, avec ton expérience en France où tu as déjà travaillé en tant que RH assistante, elle m'a parlé, elle m'a écouté, elle a vu que j'avais du potentiel et elle a fait tout le travail de me vendre auprès du gestionnaire qui recrutait et ça a marché. Bon, et bien sûr, j'ai fait des entretiens là et j'ai réussi à convaincre en entretien et j'ai vraiment eu une super expérience chez I Am Gold. Il y a Hayes que j'aime beaucoup, Robert Half, Quantum. J'ai jamais travaillé avec Adecco, pas dans mes souvenirs en tout cas, mais sachez que des grosses entreprises comme Adecco, Randstad, ça existe aussi. Quantum, je les ai utilisés quand j'étais RH et à Montréal et je les avais vraiment, vraiment bien aimés. Petite, faites un screenshot. Est-ce que vous êtes prêt à utiliser LinkedIn pour réseauter? Est-ce que vous avez optimisé votre profil? Est-ce que vous avez pensé aux agences de placement pour votre stratégie? Est-ce que vous avez diversifié ou est-ce que vous postulez? Et est-ce que vous êtes prêt à parler de vous à des événements de rencontre? Je fais une petite pause. C'est bon, vous avez pris votre screenshot? Ok, un petit récapitulatif. D'abord, dites-moi dans le Q&A si déjà cette présentation vous a aidé. Est-ce que vous avez trouvé ça pertinent? Est-ce que ça vous donne des informations? C'est juste pour me donner un petit coup. Ça demande beaucoup d'énergie de faire des présentations tout seul en face d'un écran. Donc, dites-moi si ça vous plaît, si vous avez appris des choses. Et après, je repars. Ok, ça rassure. C'est tout? Vous n'êtes pas plus motivé que ça? Ah, merci, 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 merci. Super. Ok, j'ai beaucoup appris, mais surtout l'appel de présélection dont tu parlais au début. Ah, merci. Moi aussi, j'ai besoin un peu de que vous me nourrissiez avec vos messages. Ok, on continue. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, on a vraiment survolé comment accélérer votre recherche d'emploi au Canada. C'est une infime partie de tout ce que vous devez faire pour réussir. Le CV, c'est une petite pièce du puzzle. Elle est importante. C'est une pièce importante du puzzle. Mais ce n'est pas suffisant. Vous arrivez vraiment sur un marché compétitif. Donc, d'abord, ce qu'on a vu, est-ce que votre CV répond au standard canadien? Est-ce qu'il est percutant avec des données? Est-ce qu'il répond aux besoins des employeurs? Est-ce qu'il est harmonieux et facile à lire? Je me demande s'il ne manque pas un E à facile parce que j'ai du mal des fois maintenant avec facile, profil. Peut-être que c'est avec un E. Je m'excuse s'il y a une coquille. Les entretiens, est-ce que vous savez anticiper les questions? Est-ce que vous savez être concis? Est-ce que vous savez être prêt? Est-ce que vous savez être précis? Est-ce que vous avez une liste d'exemples déjà préparée? Et enfin, où trouver du travail? S'il y a vraiment trois choses à retenir en plus de tout ça, c'est que le marché en ce moment, il y a eu beaucoup de licenciements, surtout dans les grandes boîtes tech, et qu'il y a beaucoup de talents sur le marché. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est la réalité. Donc, ce que j'ai pu expérimenter ou mes clients, de manière générale, ils trouvent du travail entre 2 et 3 mois. Il y a beaucoup d'offres, mais il y a aussi beaucoup de talents sur le marché. Et même si les employeurs ont des offres, s'ils pensent qu'ils n'ont pas trouvé la bonne personne, ben, ils préfèrent ne pas embaucher quelqu'un. Il faut aussi que vous preniez en compte que vous arrivez sur un marché avec des standards culturels différents, où on s'adresse aux employeurs de manière différente, où on parle de ce qu'on a à offrir de manière différente et la manière dont on exprime nos motivations. Les titres, les diplômes, ce n'est pas si important que ça au Canada. Ce qu'on va surtout aller chercher, c'est est-ce que vous avez du potentiel, est-ce que vous avez envie de réussir. On est vraiment sur une culture nord-américaine. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez également pour accélérer votre recherche d'emploi, c'est identifier vos forces afin de faire ressortir tout ça sur votre CV et en entretien et en networking, en réseautage. Il est donc important que vous fassiez une phase d'introspection. Ensuite, il faut que vous créiez votre CV de manière percutante, que vous vous prépariez aux entretiens, que vous prépariez un profil LinkedIn
qui est un vrai outil de recherche d'emploi en Amérique du Nord et que vous optimisiez votre profil afin d'accroître la visibilité et que les recruteurs vous trouvent. Mais aussi, quand vous allez faire vos démarches pour réseauter avec les gens, que votre profil soit professionnel. Savoir comment positionner votre salaire par rapport au marché, mais également par rapport à votre stratégie d'emploi au Canada, votre stratégie d'immigration. Parfois, ça vaut le coup de prendre un tout petit peu moins que ce qu'offre le marché pour avoir le job qui va vous faire monter. Parce que, honnêtement, si l'entreprise, les stratégies sont vraiment différentes. Ils peuvent vous virer facilement, mais ils peuvent aussi vous faire monter plus facilement parce qu'ils veulent vraiment vous retenir. Dans ma carrière, des augmentations de 5 000, 10 000 dollars, 15 000 dollars, ça m'est arrivé très souvent. Entre le moment où je suis arrivée il y a 15 ans et au moment de mon dernier job, mon salaire a été multiplié par 4. Alors oui, j'ai pris j'ai monté en grade, là, je ne vais pas vous mentir, mais pour pas me perdre, il y avait des réajustements de salaire, il y avait des promotions, et donc c'est possible. Donc parfois, ça vaut le coup de prendre quelque chose un peu plus bas et être promu dans les mois qui viennent, comme je vous en ai parlé avec mes clients, ou juste quand il y a une réorganisation, un réajustement de salaire, d'avoir une augmentation ou une grosse augmentation. Ça peut être assez courant d'avoir une augmentation de salaire de 5-10%. Hein. Et donc, établir votre stratégie de recherche d'emploi, cibler votre recherche d'emploi selon vos besoins. Je sais que vous allez chercher un premier job, mais ça n'empêche pas que vous devez cibler ce qui est important pour vous. Je fais une pause. Je vous laisse absorber tout ce que je vous raconte. Bon, je fais une grande annonce. La grande annonce, c'est que, avant de répondre à vos questions, je vous promets, je réponds à vos questions. Suite à la demande de beaucoup de personnes qui souhaitent avoir mes outils. Aujourd'hui, j'ai deux accompagnements complets qui s'appellent Don't Worry Hired. Ne t'inquiète pas, tu es embauché. Ou il y en a un qui s'appelle Done for You, où je fais tout avec mes clients. Il y en a un qui s'appelle Done with You, où mes clients et moi, on travaille ensemble, donc ils sont en semi-autonomie. Et j'ai eu beaucoup de demandes de gens qui ne voulaient pas nécessairement m'avoir à leur côté, mais qui voulaient avoir tous mes outils. Donc, aujourd'hui, l'annonce, c'est que j'ai créé un programme qui s'appelle Don't Worry, You Hired, Done by You. C'est tous mes outils, tous les conseils que je donne à mes clients que je sors. Donc, je vous en parle brièvement. C'est 60 cours. Non, pardon, ce n'est pas 60 cours. Je vais bouger ma lumière qui me bloque mon écran. C'est 6 cours digitaux, tout ce que je viens de vous dire. CV, introspection, entretien, LinkedIn, négociation de salaire, plus de 50 cours de vidéo faciles à suivre. J'ai plusieurs cours, j'ai déjà des gens qui les ont suivis, donc je sais qu'ils fonctionnent, qu'ils sont faciles à suivre. 65 questions d'entretien et des modèles de réponses écrites en français et en anglais. Vous allez gagner beaucoup de temps. Vous n'allez pas chercher pendant des heures sur Google en ne connaissant pas vos sources. C'est ça le point, c'est qui sont vos sources. Vous n'allez pas utiliser dans vos économies si vous trouvez du travail rapidement et avec les bons outils et les bons conseils, et vous allez bénéficier de mes bonus. Donc, ça ressemble à quoi ce cours? L'introspection, c'est en 4 leçons, vous allez apprendre à identifier vos forces, savoir à parler de vous et à mieux cibler votre recherche d'emploi. Identifier vos craintes. Mais oui, le mindset, hyper important pour chercher du travail. Et les contrer pour être plus serein, booster votre confiance. Et bien sûr, il y a un journal d'introspection pour vous aider à écrire tout ça et pour vous aider. Le CV, plus de 25 leçons, savoir quoi écrire, comment écrire, afin que votre CV soit percutant. Donc, elle est encore plus loin que tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, parce que j'ai vraiment fait du survol aujourd'hui, avec comment passer le système de candidature, construire votre CV de manière harmonieuse, parce que vous allez pouvoir utiliser des CV de mes anciens clients. Alors, bien sûr, je les ai un petit peu modifiés, je les ai gardés anonymes, mais en français et en anglais, pour avoir le format parfait et vous en inspirer, puisque dedans, il y a déjà les responsabilités qui sont écrites, il y a des exemples par rapport à comment écrire vos skills, vos sommaires, et donc de bénéficier d'exemples concrets, et également mon outil de comparaison des descriptifs de poste pour pouvoir répondre aux demandes des employeurs. Plus de 60 questions d'entretien. Il doit y avoir 4 ou 5 leçons. Comment vous préparer aux questions de présélection d'entretien? Comment vous préparer aux questions d'entretien dites de comportement? Et donc, j'ai écrit plus de 65 questions en français et en anglais, avec leurs réponses en français et en anglais pour vous inspirer, pour pas que vous ayez la page blanche, quoi.
LinkedIn en 6 leçons pour créer votre profil, parce que souvent, vous ne savez même pas comment créer votre profil, vous ne savez même pas comment, à quoi ça sert, quelles sont les informations pertinentes, vous ne savez pas quelle aptitude écrire. Donc voilà, là, je vous donne toutes les petites astuces pour que ce soit le plus simple possible. Et comment réseauter via LinkedIn. La négociation de salaire en 6 leçons. Je vous apprends quelles sont les pratiques de rémunération des entreprises au Canada pour mieux comprendre, vous positionner. On est sur un modèle tellement différent de ce que vous connaissez probablement en France, que je vous explique. Une fois que vous comprenez comment une entreprise elle fait ses politiques de rémunération, vous allez savoir comment vous positionner pour une meilleure négociation parce que vous allez savoir ce que vous pouvez négocier. Et ensuite, ça vient aussi avec un tableau d'analyse de rémunération totale avec des formules prépopulées pour vous, pour que si vous aviez 2 offres, ou que vous compreniez ce qu'il y a en plus du salaire et du bonus. Je vous promets, c'est fini. Stratégie de recherche d'emploi, s'ils sont, sachez où postuler. Donc là, encore une fois, j'ai survolé. Je vous donne beaucoup plus d'informations, découvrir des opportunités et renforcer vos aptitudes de réseautage pour accroître vos chances parce que je vous dis comment réseauter, comment utiliser LinkedIn pour réseauter. Ça, c'est mon annonce. Aujourd'hui, le programme s'appelle Don't Worry Hire Done by You. Pour trouver du travail au Canada simplement et rapidement, $200 off plus $125 de bonus. Qu'est-ce que c'est mes bonus? Je vous assure que les gens adorent. Je me demande des fois si ce n'est pas ça qu'ils préfèrent d'ailleurs. Les 50 modèles d'emails de recherche d'emploi écrits pour vous, c'est-à-dire plus de 25 modèles en français, plus de 25 modèles en français. Enfin, bref, plus de 25 en français, plus de 25 en anglais. Un process de copier-coller pour connecter sur LinkedIn, pour faire vos suivis quand vous êtes hyper angoissé et que vous avez postulé un job et qu'on n'entend pas parler du recruteur pendant 2 semaines et envoyer vos emails de remerciement. Je vous assure, quand j'écrivais mes emails de remerciement qui faisaient de ligne, j'y passais 2 heures, j'avais tellement peur de faire une erreur et qu'on ne m'embauche pas. Une lettre de motivation standard, oui, il y a encore des entreprises qui demandent des lettres de motivation. Et votre tableau de suivi des candidatures pour quand on vous rappelle 4 semaines plus tard, vous savez qui vous appelle et vous puissiez donner une bonne impression au moment de l'appel. Donc, aujourd'hui, ce Don't Worry Hire Done by You jusqu'au 14 mai va être à $397 à la place de $597 plus $125 de bonus. Donc, $397 à la place de $722. Donc, 260 € à la place d'à peu près 480 €. Ça te varie, le taux de change. Donc, c'est à peu près ces prix-là. Donc, ça fait quasiment 50% off sur ce prix de lancement parce que c'est exceptionnel. Donc, je vous envoie mon replay et je vous envoie un coupon de $200 avec l'accès à $125 de bonus dans la journée. Je réponds à toutes vos questions. Alors, merci de m'avoir suivi. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas, de ce programme, avant que je réponde à vos questions, si vous avez envie. Et je vais prendre 20 minutes de questions. Et merci pour tous vos messages. Hein. J'ai beaucoup travaillé. Présentation top et très structurée. Waouh. Merci, 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 merci. Je fais un screenshot. OK. Ah, merci. Quelqu'un qui me dit j'avais déjà participé à plusieurs de tes lives et j'en apprends encore aujourd'hui. Mais oui, je donne. J'aime donner. Merci, merci, merci. Oh là là, tous ces beaux messages. Allez, je prends les questions. Je suis toujours en France pour le moment, mais j'ai obtenu mon PVT pour 2 ans. Puis-je le préciser sur mon CV? Qu'est-ce que tu veux? Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas compris ma tarification. OK, excusez-moi. J'ai les questions qui sautent. Je ne sais pas comment faire. Donnez-moi 2 secondes. Je n'ai pas compris les tarifications. Mon nouveau programme, Don't Worry, Hire Done by You, est à normalement $597 parce que c'est un prix de lancement. Il est à $397. Mais en plus des 300, donc c'est le prix, $397. Et en plus, je vous fais un cadeau de vous donner des bonus qui ont une valeur de $125. Donc, le total, les bonus, plus le vrai prix du programme, c'est $722. Mais moi, aujourd'hui, pendant 10 jours,
je fais un prix de lancement où vous pouvez l'avoir pour 397 $. Et en plus, j'ai oublié de vous le dire, je suis gentille, vous pouvez le payer en 2 fois. Parce que je sais que vous attendiez peut-être pas à avoir ce cadeau aujourd'hui. Et donc, si vous voulez le mettre payé en 2 fois, vous pouvez le faire. Je vais répondre aux questions. Alors, pour la question par rapport au CV et les 2 ans du PVT, tu n'as pas besoin d'écrire que tu es encore en France, mais tu vas marquer que tu es autorisé à travailler au Canada. Si tu arrives dans 6 mois au Canada, c'est trop tôt pour postuler. Mais si tu arrives dans 2 mois, tu as juste besoin de marquer autorisé à travailler au Canada. Ça suffit parce que les process de recrutement peuvent être quand même très longs. As-tu une petite question concernant les doctorats? Je fais un doctorat au Canada, au Québec, et j'aimerais savoir comment s'y prendre car je suis sur la fin après 6 ans. Je ne vais pas savoir. Ce n'est pas mon domaine d'expertise. Le milieu du universitaire, tout ça, c'est pas mon milieu et je vais pas savoir répondre. Je m'excuse. As-tu déjà conseillé des journalistes? Connais-tu le marché du travail pour ce corps de métier? J'ai déjà travaillé avec une journaliste, mais après, en fin de compte, elle avait décidé de rester dans son pays. Donc, pour moi, peu importe le type d'emploi que vous faites, j'ai une méthode. J'ai une méthode basée sur 15 ans d'expérience. J'ai une méthode parce que je lis énormément de livres sur comment fonctionne le cerveau. Donc, ma méthode, elle fonctionne pour tout type de travail, tout type d'expérience. Donc, et son CV, d'ailleurs, dans mon cours, comment créer un CV canadien percutant, il y a une slide justement où je vous explique comment vous posez les bonnes questions pour rendre votre CV de manière plus percutante. Et elle, ça avait été vraiment un changement du jour et la nuit, une fois que j'avais créé son CV. Connais-tu le marché du travail pour ce corps de métier? Je ne connais pas le marché du travail. J'ai vraiment une connaissance de la compréhension de comment fonctionne le monde corporate. Mais ça n'empêche pas que je sais que dans ce type de travail, le réseau fonctionne énormément. Il faut créer son réseau autour du journalisme parce qu'il y a beaucoup de piges. Est-ce que je peux prendre le Done by You maintenant? Oui, c'est une très bonne question, mais l'utilise en juillet. Absolument, vous pouvez prendre le Done by You maintenant. Vous avez accès pendant plus d'1 an à tous mes cours. Je dis plus d'1 an parce que je suis sûre que je ne vais pas vous couper tout ça au bout d'1 an. Peut-être que même je vais vous le laisser. Je n'ai pas encore pris de décision, on va dire, de business stratégie là ou de business stratégie. Vous pouvez l'acheter maintenant. Très bonne question, j'oublie de répondre à ça, pour profiter de ce prix de lancement sans problème. Quand on postule plusieurs mois à l'avance, faut-il indiquer sa date de disponibilité sur le CV ou seulement lors de l'entretien? Plusieurs mois à l'avance, il ne faut pas trop à l'avance. Pourquoi? Parce qu'au Canada, ils ne vont pas vous attendre. En fait, comme les gens peuvent donner leur démission en 2 semaines, généralement, ils ont besoin de vous tout de suite. Donc, si vous postulez trop longtemps à l'avance, il y a de grandes chances qu'ils ne vous rappellent pas. Si vous dites, si vous postulez maintenant au mois de mai, mais que vous arrivez en juillet, va préférer aller parler à des gens qui sont disponibles maintenant, en fait, ou qui sont encore en poste et qui ont juste besoin de donner 2 semaines. Donc, marquez pas vraiment vos dates de disponibilité, mais seulement lors de… Le but du jeu, c'est qu'ils tombent amoureux de vous, d'accord? Je reviens à mes histoires d'app. Mais en gros, vous voulez que votre CV soit… Vous voulez que votre CV c'est l'hameçon. Hop, ils ont pris l'hameçon. Ils veulent vous parler. Laissez-les tomber amoureux de vous. Laissez-les savoir que vous êtes la bonne personne. Une fois que vous avez senti qu'il y a cette connexion qui s'est passée, donnez-leur l'information. Mais la vérité, c'est que même si les recruteurs, souvent, ils cherchent quelqu'un pour hier, souvent, ils peuvent avoir des process de recrutement qui sont assez longs. Donc, comme on dit en anglais, you have to gauge. Dois-je préciser mon projet d'immigration dans ma lettre de motivation? Mais pas vraiment. Mais vous pouvez dire que, pour les rassurer, que vous arrivez au Canada et que vous avez un vrai projet d'immigration long terme et que vous êtes super excité par cette aventure. Donc, c'est 397 $. Je tiens à vous informer que je ne suis pas au Canada pour le moment. Pouvez-vous m'aider à décrocher un emploi avec une candidature à l'international? C'est un domaine technique d'ailleurs. Oui, c'est 397 $. Mes clients, le plus important, si vous souhaitez prendre le Done by You, c'est est-ce que vous avez une stratégie d'immigration?
est-ce que vous êtes autonome? Autonome dans le sens que vous vous sentez à l'aise de suivre les cours. Est-ce que vous avez déjà un visa? Ou est-ce que vous êtes éligible pour un visa? Ou est-ce que vous savez à quel type de visa vous pouvez prétendre? Et donc, est-ce que peut-être vous travaillez avec un avocat en immigration ou un consultant en immigration? Si vous avez tout ça, c'est pas grave si vous êtes à l'international. J'ai des clients qui trouvent du travail depuis la France et depuis le Danemark et depuis les îles. C'est pas important, c'est juste est-ce que vous êtes autorisé à travailler au Canada? C'est ça la vraie question. Je suis topographe. Vous pouvez m'aider à postuler dans les entreprises canadiennes. Je ne suis pas recruteur, je ne travaille pas dans une agence de travail temporaire, je ne mets pas les gens en contact avec des entreprises. Moi, je vous aide à savoir comment être autonome et à trouver du travail au Canada. As-tu déjà conseillé des serveurs? Pas vraiment. Je suis vraiment plus sur des postes de corporate. Ça n'empêche pas que si d'abord vous allez chercher un emploi de serveur et qu'après vous voulez faire un autre type d'emploi, ce cours, il est peut-être fait pour vous, mais non, je suis vraiment sur des postes, on va dire, un peu plus d'entreprise. Oui, le replay arrive. Est-ce qu'il y a un bonus pour le programme Done for You? Il y en a 3, il y a 3 bonus. J'enverrai tout dans mon email avec le replay. Bonjour, l'expérience professionnelle hors Canada, Afrique de l'Ouest est-elle reconnue pour les employeurs canadiens? Alors, j'ai un de mes clients qui est au Niger. Il est au Niger. C'est compliqué. Il faut créer son réseau. Il a une expérience incroyable, 10 ans dans la même entreprise. Il a eu des promotions. Il est éloquent quand il parle. Il est génial. Moi, je l'embaucherais, mais il n'a pas encore de visa. Et donc, le réseautage, c'est hyper important. Travailler avec un consultant en immigration, c'est eux qui vont vous aider à savoir à quoi vous pouvez postuler, comment vous pouvez entrer dans le pays. Je suis vraiment pas spécialisée, donc travailler avec quelqu'un. Concernant mes loisirs et passions sur le CV, j'ai mis des images. Pensez-vous que c'est la bonne pratique? Non, pas d'images, s'il vous plaît. Les loisirs et les passions, ce n'est pas nécessaire sur votre CV canadien, à part si ça vous aide à démontrer que vous êtes la bonne personne pour un job. Par exemple, c'est souvent l'exemple que j'utilise parce que ça donne beaucoup d'informations, parce que c'est assez pertinent et c'est percutant quand je vous le donne. J'ai travaillé avec un champion olympique qui voulait travailler pour un poste au comité des Jeux olympiques, d'ailleurs, je crois que c'était. En dehors du fait qu'il était champion olympique, dans ses loisirs, il faisait beaucoup, beaucoup de sport, pas seulement sa spécialité. Et donc, c'était important de mettre qu'il faisait tel ou tel ou tel ou tel sport. Ce que je veux vous dire par là, c'est, encore une fois, on revient sur la question, est-ce que c'est pertinent pour vous donner l'information que, par exemple, le dimanche, vous aimez juste aller vous balader avec votre chien dans un parc et faire de la rando? Peut-être pas. Par contre, si vous voulez travailler chez Decathlon et que vous êtes sportif, c'est peut-être une information qui est pertinente. C'est là où il faut se poser la question, est-ce que ça a du sens pour moi de l'écrire? Ne mettez pas d'image sur votre CV pour que ça passe l'applicant tracking system. Est-ce qu'un employeur n'aura pas peur de nous embaucher en PVT de 2 ans, sachant que nous devons rentrer un jour? 2 ans, c'est long quand même, hein, parce que c'est pas rien. À l'époque, quand je suis arrivée avec mon PVT, c'était 1 an, j'ai quand même trouvé du travail. La question, c'est est-ce que vous avez peut-être envie de rester au Canada? Est-ce que vous avez un vrai projet d'immigration? C'est à vous de rassurer l'employeur. Ou est-ce que vous prenez un emploi, on va dire, temporaire d'1 an qui peut être prolongé? Parce que les congés maternité, quand même, au Canada, peuvent être jusqu'à 18 mois. Donc, vous pouvez aussi prendre un travail de 18 mois et après profiter de votre PVTiste et voyager. Mais oui, ça peut être une crainte, mais il n'y a jamais de garantie dans la vie de nos jours. Les entreprises, elles vous licencient. Vous pouvez partir du jour au lendemain, que vous ayez ou pas une résidence permanente. C'est à vous de les rassurer. On n'a pas abordé le sujet d'expérience canadienne. Ayant travaillé dans les multinationales hors Canada et hors Europe, sera-t-elle prise en considération de la même manière? L'expérience canadienne, c'est un vrai sujet. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est un mythe? J'ai envie de dire que c'est un mythe pour la plupart de mes clients, pas pour tous. Il y a des postes qui sont plus difficiles, les RH, les ventes.
Le droit, bien entendu. Pourquoi? Parce que, bon, je ne vais pas parler du droit, mais par exemple, je vais parler des RH et des ventes, c'est qu'ils vont vous dire que vous n'avez pas l'expérience du marché, vous n'avez pas l'expérience du droit au Canada. Néanmoins, je dis que c'est un mythe parce que mes clients, ça ne les empêche pas d'obtenir des jobs dans leur domaine et avec des salaires qui sont compétitifs. Donc, et j'ai jamais entendu un leader me dire j'embauche pas cette personne parce qu'elle connaît pas le Canada ou parce qu'elle n'a pas d'expérience canadienne. Néanmoins, dans les biais inconscients, c'est possible qu'elle se dise ouh là là, elle vient d'arriver, elle ne sait pas communiquer, ou en tout cas, ça va lui demander beaucoup d'adaptation, comment elle va s'adapter au milieu du travail. Mais si tu as déjà une expérience à l'international ou avec des multinationales, ça veut dire que tu as déjà une certaine compréhension de travailler avec des environnements culturels de travail différents. Donc, c'est assez positif. Connais-tu le marché des travail des gestionnaires de stock? Je ne connais pas le marché du travail, savoir s'il y a des jobs ou pas dans certains types de postes. Mais comme je l'ai dit, je travaille avec tout type de professionnels, l'art, RH, achat, logistique, finance, comptabilité, marketing, communication, intelligence, à des gens en IT aussi, je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé, vraiment tout type de profil. Est-il possible d'obtenir un job en tant que young graduate lorsqu'on est PVTiste? Oui, j'ai des clients, et je peux parler d'une de mes dernières clientes, non, ce n'est pas une de mes dernières clientes, mais une de mes clientes, seulement des stages, 3 ans de au pair, qui cherche du travail au Canada, donc un peu compliqué de montrer qu'elle est encore bonne, entre guillemets, après 3 ans de pause, entre guillemets, même si elle était quand même impliquée dans son milieu qui était la communication digitale via ses passions à côté. Et c'est tout ça qu'on a mis en avant. Et même avec 3 ans de au pair, elle a trouvé du travail. C'est possible, il faut réseauter, il faut croire en vous, il faut être capable de mettre en avant vos expériences en dehors de vos expériences professionnelles ou de vos stages, mais aussi tout ce que vous faites à côté. Et là, avec ma cliente, par exemple, on avait vraiment mis en avant sur le fait qu'elle monitorait, participait elle gérait le digital de manière en tant que bénévole pour quelqu'un qu'elle aimait beaucoup, dont elle était très fan. Oui, bien sûr, peut-on faire une immersion pour montrer nos compétences avant embauche? Peut-on faire une immersion? Je ne sais pas si c'est une immersion au Canada, mais toute expérience est bonne. Y a-t-il une structure comme Pôle emploi au Canada? J'en ai jamais entendu parler. Il y a des organisations qui ont des jobs, mais Pôle emploi, je ne crois pas que ça existe. Pas quelque chose. En 15 ans, j'en ai jamais entendu parler. Je n'ai aucune autorisation de travailler au Canada. Est-ce que je peux quand même postuler aux offres d'emploi ou dois-je attendre d'avoir une autorisation de travail? Est-ce que c'est mal vu de postuler dans mon cas sans aucune autorisation de travail? Alors, si tu n'es pas légalement autorisé à travailler au Canada, l'entreprise, elle va te zapper en fait. L'entreprise, elle n'a pas envie de se prendre la tête, elle n'a pas envie de faire de la paperasse, surtout si elle a déjà des talents sur place. Ça, c'est la réalité. Néanmoins, si tu travailles avec un consultant en immigration, donc là, tu dis, dois-je attendre d'avoir une autorisation de travail? Donc, j'imagine soit que tu es éligible pour déjà quelque chose comme un PVT, par exemple, ou ta résidence permanente. Mais en tout cas, si tu as besoin d'être sponsorisé, il faut que tu aies ta stratégie d'immigration qui soit très claire pour rassurer les employeurs quand tu les rencontres et surtout beaucoup de réseautage pour que quelqu'un crée un peu de confiance avec toi. Comment faire quand on n'est pas bilingue et qu'on veut s'installer du côté anglophone? Ok, si tu sais que tu n'es pas encore bilingue, c'est important que tu commences à mettre toutes tes forces pour commencer à améliorer. Commence avec un petit boulot une fois que tu arrives, pas dans ton domaine, pour t'améliorer, parce que la communication, c'est quand même une vraie capacité clé. Et si les gens ne peuvent pas te comprendre, ça va être compliqué. Je ne dis pas qu'il faut être complètement bilingue. Mon premier job, je ne sais pas encore pourquoi ils m'ont donné, c'est un poste bilingue. Même moi, je me surprends. J'étais pas nulle, mais c'est important que tu te sentes à l'aise, même pour toi, pour que tu sentes que t'es crédible, quoi. Donc, si tu le sais, mets déjà toutes tes chances de ton côté, commence déjà à travailler ton anglais et quand tu es sur place, prends un petit boulot, même pendant 3 ou 6 mois, mais planifie ta stratégie, en fait.
Bonjour, devrais-je améliorer mon CV en français pour chercher du travail au Québec? Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me donner de bons websites comme source afin d'être en mesure de préparer un bon CV de manière efficace? Est-ce que vous disposez de modèles gratuits, s'il vous plaît? Oui. Il faut que tu améliores ton CV en français pour chercher du travail au Québec. OK. Eh ben, tu peux prendre mon modèle Done by You avec le cours et dedans, tu auras des modèles déjà écrits en français et en anglais, mais tu peux aussi prendre mon modèle de CV canadien. Ce sera un bon début. Il n'est pas complet, mais c'est un bon début avec comment ça s'appelle? Accélère mon guideline, je l'ai en anglais, désolé, mon guideline pour accélérer sa recherche d'emploi au Canada. Ben oui, est-ce que vous pensez qu'un profil étranger avec des exigences d'immigration peut être un frein? Oui. Oui, pas de visa, pas de stratégie claire d'immigration, ça peut être un frein, effectivement. Peut-on, j'ai la question qui est revenue, est-ce que le domaine de la tech est aussi touché et compétitif sur la côte ouest? Alors, la tech, elle est touchée partout, en fait. Et puis, il y a beaucoup de postes en remote. Donc, je sais pas si ça va être Vancouver, mais en tout cas, la tech, oui, a été très, 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 très touchée. J'ai des potes dans la tech, chez Salesforce, chez BitLab, chez Google. Ouais, c'est un peu chaud les marrons en ce moment. Est-ce que cette méthode fonctionne aux États-Unis? J'ai envie de dire oui, parce que c'est une méthode nord-américaine. Je parle de Canada, mais ayant une certification américaine, oui, c'est à peu près la même manière de fonctionner. J'ai eu des clients aux États-Unis, j'en ai eu deux, qui m'ont trouvé sur les réseaux canadiens. Et cette personne, elle a réussi à trouver un job beaucoup plus rapidement avec une promotion et je lui avais refait son CV. Faut-il faire une équivalence de diplôme pour être mieux reconnu? Alors, ça va dépendre des jobs. Ils ne sont pas très axés sur les diplômes, mais il y a certains jobs pour lesquels c'est important. Je vous invite à aller sur guichetemploi.ca, c'est le site du gouvernement, et vous allez savoir pour quel type de job vous devez avoir des équivalences. Comment être sûr que son exemple correspond à la réponse attendue? Eh bien, pour ça, il faut regarder. C'est une très bonne question. J'explique tout dans mon cours sur comment se préparer aux entretiens. Eh ben, il faut s'inspirer du descriptif de poste, tout simplement. Et avec une structure, vraiment, dans mon cours, avec mes 65 modèles de questions, tu devrais pouvoir t'inspirer pour trouver comment la réponse colle, en fait. Connais-tu le marché du travail et de la finance? Alors, un peu mieux, parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu un groupe client qui était en finance quand j'étais chez Oxford, que j'étais dans le milieu banquier. Mais encore une fois, je sais comment vous faire trouver du travail. C'est ça surtout que je sais faire. Bon, il y a quelqu'un qui m'a copié-collé 36 000 fois. Peut-on faire une immersion stage pour monter dans nos compétences avant embauche? D'après ce que vous avez dit par rapport à l'application téléphonique, serait-il mieux pour ceux qui sont hors Canada d'éviter de mettre leur numéro sur leur CV? Non, mettez un numéro de téléphone canadien, s'il vous plaît. Ne mettez pas votre numéro WhatsApp non plus. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Eh bien, voilà, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. On a fait un peu plus d'1 heure et demie. Merci beaucoup à tous. Je vous envoie le replay dans la journée. Je vais m'assurer que je n'ai pas de problème technique. Je vous envoie le coupon dans mon email. Un grand, 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 grand merci à tous. Je vous souhaite une très, 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 très bonne journée, une bonne soirée, dépendamment où vous êtes dans le monde. Pour moi, c'est le matin puisque je suis à San Francisco. Bonne journée. Au revoir.